Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Francis Vercamer. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'examen de ce projet de loi de finances, alors même que nous célébrons le 70e anniversaire de la création de la sécurité sociale, confère à nos travaux un relief particulier. Tandis que notre pays sortait exsangue de plusieurs années de guerre et d'occupation, les principes qui allaient assurer la protection de chacun contre les aléas de la vie et garantir une plus grande solidarité entre les générations étaient posés. La protection sociale était ainsi devenue, au fil des décennies, un marqueur significatif de notre modèle de société. Ces principes ont accompagné les phases de prospérité et de croissance, comme ils ont, sans aucun doute, amorti les effets des crises économiques. C'est grâce à ce socle que notre société assure encore aujourd'hui une bonne part de sa cohésion sociale. Depuis 1945, notre société a changé. On ne travaille plus aujourd'hui comme il y a 60 ans. Les parcours professionnels sont davantage fragmentés et les relations même au travail ont changé. Le modèle familial a lui aussi évolué, avec des recompositions familiales qui s'opèrent au fil des hasards de la vie. La durée de vie s'allonge et les pathologies liées au vieillissement occupent désormais une plus grande place parmi les affections prises en charge par notre système de santé. Les évolutions profondes de notre société ne sont pas sans interroger notre modèle de protection sociale et peuvent parfois aller jusqu'à générer des tensions sur ces équilibres, sans toutefois les remettre en cause. Interroger notre modèle de protection sociale pour mieux en garantir la pérennité dans un contexte économique, social et sociétal en mouvement devrait donc être notre mission première. Le PLFSS devrait ainsi traduire, sur le plan budgétaire, les orientations fondamentales prises pour garantir le retour à l'équilibre de nos différents régimes de sécurité sociale et assurer une protection optimale de nos concitoyens contre les aléas de la vie. Chacun s'accorde à reconnaître que ce PLFSS s'inscrit dans une forme de continuité par rapport aux précédents exercices qui nous ont été soumis depuis 2012. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme les précédents, est en effet dépourvu des choix essentiels qui devraient être effectués pour assurer à nos concitoyens une meilleure prise en charge. C'est particulièrement vrai, nous y reviendrons, dans le domaine de la santé et des dépenses d'assurance maladie. L'actualité nous montre pourtant qu'il est possible de faire des choix, certes difficiles, mais néanmoins audacieux pour éviter la faillite de nos régimes de protection sociale. Les décisions prises par les partenaires sociaux pour rétablir l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaires et garantir ainsi ces retraites aux salariés montrent au gouvernement la direction qu'il doit prendre dans ce domaine. À l'inverse, ce PLFSS est sans ambition, ne fait pas de choix, n'indique pas de cap, et il est frappant de constater, avec ce 4e exercice budgétaire, à quel point les professionnels de santé que notre groupe a rencontrés sont désabusés. Parce qu'eux aussi ont des idées pour réformer notre protection sociale. Eux aussi ont des propositions pour assurer un retour à l'équilibre de l'assurance maladie. Mais ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, je veux dire comme l'opposition, de ne pas pouvoir contribuer utilement au débat. C'est d'autant plus regrettable que l'enjeu de la pérennisation de notre protection sociale suppose l'implication des acteurs de celle-ci, étape incontournable de leur responsabilisation et de leur adhésion aux mesures prises. En fait d'implication, nous avons davantage l'impression d'une démobilisation des acteurs de la branche maladie, quelle que soit leur spécialité et leur statut. En l'état actuel du texte, nous craignons que ce PLFSS sans envergure ne fasse qu'entretenir la démobilisation. L'approche strictement financière de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale n'incite du reste guère à l'optimisme. En effet, la réduction du déficit du régime général entre 2014 et 2015 reste très limitée, à hauteur de 400 millions d'euros. Le Fonds de solidarité vieillesse accuse un déficit en 2014 de 3,5 milliards d'euros,
déficit qui devrait s'accentuer dans les 2 années qui viennent, 3,8 milliards en 2015, 3,7 milliards en 2016. La dette sociale en 2015 ne se réduit que faiblement, 1,3 milliard d'euros de moins qu'en 2014. Enfin, le retour à l'équilibre des régimes de base de la sécurité sociale ne devrait intervenir qu'à l'horizon 2020, 2021 ou peut-être plus tard, alors qu'il avait été promis pour 2017 initialement. Si on ajoute à ce tableau inquiétant le fait, comme l'indique la Cour des comptes, que sur toute cette période, la réduction des déficits est largement due à une augmentation des recettes tirées par l'augmentation des prélèvements, si on ajoute aussi la perspective d'un retour à l'équilibre de la branche vieillesse en 2016, largement due à une faible inflation et aux mesures de réforme structurelles adoptées en 2010 avec le recul à 62 ans de l'âge de départ à la retraite, mesure que vous vous refusiez à poursuivre alors qu'elle est la condition d'un retour à un équilibre pérenne. Et enfin, si on rajoute la perspective en 2016 d'une croissance peu soutenue qui n'assure pas les recettes suffisantes issues des cotisations, alors on voit mal comment une réduction durable et significative des déficits de la sécurité sociale peut être envisagée. Bien sûr, nous trouvons dans ce PLFSS des dispositions qui peuvent susciter un large accord entre nous, telles que le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires, ou encore la mutualisation d'activités entre organismes de sécurité sociale, ou enfin la prise en conscience d'un nécessaire développement de l'ambulatoire. Encore que, sur ce dernier point, l'avancée sur le plan budgétaire semble-t-elle timide, puisque sur l'ensemble de ce budget, ce ne sont que 500 millions qui seront consacrés en 2016 au virage ambulatoire, contre 400 millions l'année dernière. En fait de virage, vous semblez vous engager en réalité dans une courbe assez douce. D'autres mesures suscitent nos interrogations, à l'instar par exemple de la mise en œuvre d'un régime d'assurance maladie universel. Si nous pouvons convenir du caractère louable de l'objectif poursuivi, il faut bien reconnaître que les travaux en commission n'ont fait que souligner le flou qui se dégage du dispositif prévu et de l'étude d'impact censée éclairer le législateur. D'autant qu'en dissociant la protection sociale de toute cotisation, cette disposition change également la nature du régime de la sécurité sociale. D'ailleurs, Bernard Accueillet le faisait remarquer tout à l'heure dans sa motion de procédure. Tant et si bien qu'on peut légitimement se demander si le Parlement, à cette heure, mesure bien tous les effets et toute la portée de cette disposition qu'il s'apprête à examiner. De la même façon, la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation, pour ambitieuse qu'elle soit, n'est pas non plus sans zone d'ombre. Plusieurs inconnus demeurent pour l'instant quant aux effets de cette mesure et l'étude d'impact, à nouveau, ne permet d'évaluer avec la précision suffisante les conséquences financières de celle-ci dans les années à venir. Ce qui, du reste, n'est pas sans nous interroger sur la constitutionnalité de la réforme proposée. En outre, une fois encore, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale élude la question majeure du financement sur le long terme de notre protection sociale. Certes, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, en confirmant la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité et en réduisant le produit de celle-ci d'1 milliard d'euros en 2016. Si cette disposition va dans le bon sens, elle laisse entière la question de la structuration même du financement de notre protection sociale. À vrai dire, la position de l'exécutif sur ce point est incompréhensible. La TVA compétitivité existe, on la supprime, presque aussitôt on la regrette, mais on ne veut pas l'avouer. Alors on invente un dispositif plus complexe, le CICE, mais qui est moins efficace. Et comme péché finalement avoué est à demi pardonné, on prévoit pour 2017 une baisse pérenne des cotisations sociales. En résumé, on s'offusque, on s'écrie, on s'esclaffe, les portes claquent, les fenêtres s'ouvrent, on se réécrit, on se retrouve, on se confie, on se pardonne. C'est du fédo, Madame la Ministre, c'est du fédo. On en rirait si notre économie n'était pas en si mauvaise posture et si le chômage ne touchait pas autant de nos concitoyens. En réalité, les recettes par lesquelles notre protection sociale est financée pèsent principalement et pèsent encore trop sur le travail. C'est pourquoi nous proposerons de remplacer le dispositif du CICE par une baisse massive des cotisations sociales familiales.
Cette baisse serait compensée, en cohérence avec les amendements présentés par notre groupe en première partie du projet de loi de finances pour 2016, par l'augmentation du taux normal de la TVA dans le cadre d'une TVA compétitivité. Les recettes ainsi obtenues seraient également réparties entre baisse des charges patronales et baisse des charges salariales. À défaut d'une telle réforme de fond, l'UDI sera attentive à ce que la réduction du taux de cotisation familiale soit bien applicable dès le 1er janvier 2016 et non au 1er avril, comme le texte le prévoit. Cette date, d'ailleurs, pose peut-être un problème de crédibilité. À titre personnel, je tiens également à ce que les effets de seuil que ne manquera pas de générer ce type de mesure soient limités, afin d'éviter que la stagnation des rémunérations ne soit la conséquence de cette disposition, plusieurs fois relevée par la Cour des comptes d'ailleurs. Par ailleurs, on ne peut que regretter que ce projet de budget s'appuie sur les grands équilibres qui caractérisaient déjà les projets précédents, en particulier en ce qui concerne l'assurance maladie. De nouveau, l'effort est en effet massivement porté sur le médicament, ses fabricants et ses prescripteurs, aux dépens d'une action structurelle sur l'offre et l'organisation des soins. En effet, le secteur du médicament et plus généralement des produits de santé doit contribuer à hauteur de 1,7 milliard d'euros à la réduction des dépenses d'assurance maladie, alors même qu'il ne représente que 15% de celles-ci. La participation essentielle du médicament et la maîtrise des dépenses d'assurance maladie doit s'articuler de manière équilibrée avec l'ensemble des acteurs de la santé, sauf à paraître, dans le cas contraire, contre-productive. Ainsi, l'accent mis sur la baisse du prix du médicament peut sembler paradoxal avec l'objectif de développement de l'utilisation des médicaments génériques. Celui-ci passe par des mesures d'incitation qui vont au-delà de la seule baisse des prix qui, isolément, fragilisent le secteur pharmaceutique. De plus, les mesures touchant aux produits de santé impactent parallèlement le réseau des pharmacies officinales. Les professionnels s'inquiètent d'une baisse de leur activité et d'une hausse des fermetures des pharmacies, certains allant jusqu'à évoquer le chiffre d'une officine fermant tous les 2 jours depuis le début de cette année, dont 22% dans les communes de moins de 2 500 habitants. Alors même que les officines dans le secteur périurbain et ruraux constituent une porte d'entrée vers l'accès aux soins dans les territoires touchés par la désertification médicale, c'est bien la question de l'égal accès de nos concitoyens à la santé qui est à nouveau posée. C'est en réalité toute l'organisation de l'offre de soins dans les territoires qu'il est indispensable de repenser et de reformuler, et nous craignons que ce PLFSS n'y parvienne pas. Ainsi, il est urgent d'accélérer le mouvement de réorganisation territoriale de l'offre de soins, fondé sur une meilleure articulation entre les soins de ville et l'hôpital. Dans de nombreux territoires, l'hôpital est encore en effet trop souvent la voie de premier recours pour l'accès aux soins. L'offre hospitalière dans les territoires doit pouvoir s'articuler dans le cadre d'une répartition cohérente qui vise à assurer l'accès aux soins de nos concitoyens, la recherche de complémentarité entre les établissements, l'articulation avec la médecine de ville et une offre de services qui privilégie la qualité, la sécurité et la pertinence des soins dans l'intérêt du patient. L'organisation sur le territoire national des établissements de santé doit prendre en compte d'abord les besoins de santé identifiés au sein du territoire de santé dans lesquels ces établissements sont implantés, ainsi que les spécialités sanitaires des populations. Il doit prendre en compte également le contexte démographique du territoire et les conditions d'accès aux soins des populations des zones isolées. Il doit également prendre en compte les engagements et résultats des établissements en matière d'amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins. Il doit enfin prendre en compte la coopération engagée entre établissements au sein d'un territoire de santé et, le cas échéant, dans le cadre transfrontalier quand il existe. L'adéquation de l'offre de soins aux réalités démographiques et sanitaires des territoires est pour notre groupe l'un des enjeux déterminants pour l'avenir et la qualité de notre système de santé. C'est la raison pour laquelle nous réitérons notre proposition de mieux articuler l'ONDAM avec les réalités des territoires en région, avec la mise en œuvre d'objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie. Cette proposition, régulièrement défendue par notre regretté collègue Jean-Luc Préel, a d'ailleurs été avancée par la Cour des comptes elle-même dans son dernier rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. La détermination de l'ONDAM permettrait ainsi, selon la Cour des comptes, de moduler les contraintes financières en fonction des besoins de rééquilibrage de l'offre de soins, non seulement entre les secteurs, mais aussi entre les régions, à travers la fixation d'objectifs de résorption des inégalités d'accès aux soins. Notre groupe partage ce point de vue et c'est pourquoi nous proposons d'entamer la réflexion à ce sujet. Vous le constaterez, pour le groupe UDI,
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale s'inscrit une fois encore en complet décalage avec la réalité de notre protection sociale. Décalage entre les ambitions affichées et la réalité des mesures envisagées, décalage entre les enjeux posés, la sécurité sociale, et les dispositions prises pour y faire face, décalage entre les annonces de retour à l'équilibre et la réalité des déficits qui se prolongent. C'est la raison pour laquelle, en l'état, le groupe UDI ne votera pas ce projet de budget. Merci. Pour le groupe écologiste, la parole